Ce n'est pas une sanction, c'est un ultimatum mondial. Voilà le paradoxe. Les États-Unis ne s'attaquent non pas directement à Cuba. Ils s'attaquent à tous ceux qui refusent de l'abandonner. Et en une seule phrase juridique, le commerce international devient un champ de bataille. Le décret présidentiel autorise Washington à taxer lourdement les importations de tout pays qui fournit du pétrole à Cuba, même indirectement. Pas seulement les vendeurs, les transporteurs, les intermédiaires, les chaînes entières. Une cargaison d'énergie peut désormais coûter des milliards ailleurs. Pourquoi est-ce que ça vous concerne? Parce que ce mécanisme ne dépend pas de Cuba. Il dépend d'une chose, l'accès au marché américain. Et quand cet accès devient une arme, chaque pays, chaque entreprise, chaque consommateur est exposé. Mais voici la partie que beaucoup ratent. Ce texte ne fixe aucun tarif précis, il crée de l'incertitude. Et dans les marchés mondiaux, l'incertitude est plus puissante qu'une sanction claire. C'est ici que l'histoire change de dimension, parce que si ce modèle fonctionne une fois, il devient reproductible. Et à ce moment-là, Cuba n'est plus qu'un test. Ce qui se passe avec Cuba n'est pas un événement isolé. C'est une pièce dans un schéma beaucoup plus large, déjà visible si on recule d'un pas. Officiellement, l'administration présente cette mesure comme une réponse ciblée. Cuba est décrite comme une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale américaine. Le problème, selon la Maison-Blanche, n'est pas seulement la Havane, mais ce qu'elle permet. Des coopérations avec des pays qualifiés d'hostiles, des activités qui, selon Washington, dépassent largement le cadre régional. Mais regardez la construction du dispositif. Le décret ne bloque pas un flux précis. Il crée un environnement de choix forcé, fournir de l'énergie à Cuba ou préserver sa compétitivité commerciale avec les États-Unis. Ce n'est pas une interdiction frontale. C'est une pression graduelle, adaptable, calibrée. Et voici la question qui change la lecture. Si cette approche fonctionne ici, pourquoi s'arrêterait-elle là? Le texte ne limite pas le principe. Il démontre une méthode. Ce moment n'est donc pas seulement une escalade contre Cuba. C'est un test grandeur nature. Un test pour mesurer jusqu'où le système mondial accepte d'être discipliné par un seul marché. La thèse centrale est simple et elle est lourde de conséquences. Ces tarifs ne sont pas conçus pour punir Cuba. Ils sont conçus pour rendre Cuba impossible à soutenir. Les faits le montrent clairement. Le décret autorise des mesures contre tout pays qui vend, directement ou indirectement, du pétrole à Cuba. Ce détail n'est pas secondaire. Il élargit le champ bien au-delà des États. Il inclut les chaînes logistiques, les compagnies maritimes, les acteurs financiers, tout ce qui permet au pétrole d'arriver sur l'île. Ce point est crucial. En utilisant des droits de douane plutôt que des sanctions pénales classiques, l'administration transforme une décision de sécurité nationale en mécanisme économique auto-exécutable. Un pays peut continuer à commercer avec Cuba, mais il paiera ce choix ailleurs, sur ses propres exportations vers les États-Unis. Et remarquez ce qui n'est jamais nié. Il n'est jamais contesté que l'objectif est de créer un coût prohibitif. Le langage officiel parle de mesures nécessaires pour répondre à des actions malveillantes. Mais concrètement, le système fonctionne comme une équation simple. Chaque baril envoyé à Cuba dégrade la position commerciale du fournisseur sur le marché américain. Maintenant, regardez ce qui manque. Aucun plafond, aucun tarif précis, aucun calendrier. C'est là que l'histoire bascule, parce que l'absence de chiffres n'est pas une faiblesse. C'est un levier, et ce levier peut être actionné à tout moment. À partir de là, la situation s'intensifie rapidement. Ce qui était une menace abstraite devient une normalité administrative. Le décret ne surgit pas dans le vide. Il s'inscrit dans une série d'actions où le commerce est utilisé comme prolongement direct de la sécurité nationale. L'administration lie explicitement Cuba à des coopérations avec des puissances qualifiées d'hostiles, notamment la Russie et la Chine. Ce glissement est essentiel. On ne parle plus d'un différend économique, on parle d'un front stratégique. Historiquement, les États-Unis ont déjà utilisé des sanctions pour isoler des régimes. Mais ici, quelque chose change. Ce ne sont plus seulement les adversaires qui sont ciblés, ce sont les partenaires, les voisins, les acteurs neutres.
L'exception devient la règle et regardez ce qui se normalise. Fournir de l'énergie à un pays devient un acte potentiellement hostile. Une transaction commerciale ordinaire est redéfinie comme un risque pour la sécurité américaine. Cette redéfinition élargit le champ d'intervention sans avoir à déclarer de nouvelles crises. Mais voici le point clé. Plus cette logique est acceptée, plus elle devient reproductible. Une fois que le lien entre commerce et menace est institutionnalisé, il peut être appliqué à d'autres théâtres, d'autres pays, d'autres ressources. C'est ici que l'escalade devient structurelle. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus de Cuba. Il s'agit de ce que le système accepte comme normal. À ce stade, l'administration ne se contente plus d'insinuer une menace. Elle la nomme, et c'est là que la logique change de niveau. Les documents officiels linkent explicitement l'approvisionnement énergétique de Cuba à des activités de renseignement et de défense menées par des puissances adverses. La Maison-Blanche affirme que Cuba héberge la plus grande installation de renseignement électronique russe hors du territoire russe. Une infrastructure dédiée, selon Washington, à l'interception d'informations sensibles américaines. Voici la contradiction centrale. Le discours public parle de commerce, mais l'action vise l'énergie comme carburant stratégique. Dans cette lecture, chaque baril livré à Cuba n'alimente pas seulement des centrales électriques. Il soutient des capacités de surveillance, de communication, de projection. La même logique est appliquée à la Chine. Les sources évoquent une coopération profonde en matière de renseignement et de défense. Pas une alliance déclarée. Pas une base officielle, mais suffisamment d'intégration pour que l'administration considère Cuba comme un avant-poste potentiel à quelques kilomètres du territoire américain. Et c'est ici que tout bascule pour le spectateur. Les tarifs ne cherchent pas à changer un comportement précis. Ils cherchent à rendre ce rôle stratégique intenable. Sans énergie fiable, une île ne peut pas soutenir des infrastructures militaires modernes. Ce n'est plus une pression économique, c'est une stratégie de déni. Et une fois qu'on le voit ainsi, le débat sur le commerce disparaît complètement. À partir de là, les événements ne se succèdent plus. Ils se superposent. D'abord, la disparition du soutien vénézuélien. Le président Trump affirme que Cuba tirait l'essentiel de ses revenus du pétrole vénézuélien et que ce flux s'est interrompu. Ensuite, l'imposition de tarifs secondaires pour empêcher toute alternative de remplacer ce manque. Et enfin, la rhétorique présidentielle qui affirme que Cuba est prête à tomber. 3 mouvements presque simultanés. Aucun n'est isolé. Ensemble, ils créent une compression systémique. Moins de pétrole, moins de revenus, plus de risques pour les partenaires potentiels. Le temps devient un facteur critique. La pression ne vient pas d'un seul point. Elle vient de partout, du marché, de la diplomatie, de la sécurité, et elle ne laisse que très peu d'espace pour l'ajustement progressif. Ce n'est pas une négociation lente, c'est un compte à rebours. Et voici le détail qui inquiète les marchés. Les tarifs ne sont pas automatiques, ils sont discrétionnaires. Ils peuvent être activés à tout moment. Cette incertitude paralyse les décisions avant même qu'une sanction soit annoncée. Alors la question n'est plus si Cuba peut s'adapter. La vraie question est, que se passe-t-il si ce rythme continue? À ce stade, il faut quitter les communiqués et regarder ce que cela signifie concrètement. Pas pour les gouvernements, pour les gens ordinaires. Quand l'énergie devient instable, tout ralentit. L'électricité, les transports, les hôpitaux, les chaînes d'approvisionnement locales. Le mécanisme décrit dans le décret ne cible pas directement la population, mais ses effets descendent immédiatement au niveau de la vie quotidienne. Moins de pétrole, c'est moins de courant. Moins de carburant pour les bus, les camions, les générateurs. Ce ne sont pas des abstractions. Ce sont des journées de travail perdues, des services interrompus, une économie déjà fragile poussée sous pression permanente. Et maintenant, regardez depuis votre position. Si un système rend l'énergie incertaine, il rend tout le reste incertain aussi. L'emploi, les déplacements, les décisions familiales, l'instabilité n'a pas besoin d'exploser pour être ressentie. Elle s'installe. C'est dans ce contexte que la question migratoire réapparaît. Historiquement, quand une économie insulaire s'effondre, les mouvements de population suivent. Le texte évoque déjà des tensions liées aux visas et au retour de ressortissants. Si cette dynamique vous semble familière, dites-le dans les commentaires, parce que ce genre de pression ne reste jamais localisé très longtemps.
À ce niveau, l'indignation n'explique plus rien. Ce qui compte, c'est le mécanisme qui rend ce type de politique possible et même efficace. Le cœur du système, c'est la symétrie. Les États-Unis n'ont pas besoin d'interdire globalement le commerce avec Cuba. Ils n'ont pas besoin de bloquer chaque navire. Ils utilisent un levier plus puissant, l'accès à leur marché. Quand cet accès devient conditionnel, il transforme les décisions des autres acteurs sans confrontation directe. Les incitations sont claires. Un pays peut continuer à livrer du pétrole à Cuba, mais chaque cargaison augmente le risque de perdre en compétitivité ailleurs. Les entreprises, les assureurs, les banques n'attendent pas une sanction officielle. Elles anticipent, elles se retirent. Le système s'autodiscipline. C'est là que le spectacle politique masque la réalité. Ce n'est pas une démonstration de force ponctuelle, c'est une architecture de contrôle, une structure qui permet d'imposer des objectifs géopolitiques sans mobilisation militaire, sans vote parlementaire répété, sans déclaration formelle de conflit. Et voici l'insight le plus dérangeant. Ce type de pouvoir ne repose pas sur la coercition brute, il repose sur la peur de l'incertitude. Une fois que ce mécanisme est compris, il devient difficile de l'ignorer, parce qu'il ne dépend pas d'un pays en particulier. Il dépend d'un système entier. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent. Aucune n'est théorique. Les deux sont déjà en mouvement. La première est celle de la conformité progressive. Les pays fournisseurs, confrontés à l'incertitude des tarifs et à la pression diplomatique, réduisent discrètement leur livraison. Pas d'annonce officielle, pas de rupture spectaculaire, juste des cargaisons qui se raréfient, des contrats qui ne sont pas renouvelés. Dans ce scénario, l'isolement énergétique de Cuba s'aggrave sans confrontation directe jusqu'à rendre toute stabilisation interne presque impossible. La seconde trajectoire est plus risquée. Certains acteurs choisissent de défier le dispositif. Ils maintiennent leur flux, testent les limites, attendent de voir si les tarifs seront réellement appliqués. Mais ce choix transforme immédiatement chaque transaction en pari politique. Le moindre durcissement américain peut déclencher une escalade commerciale inattendue. Dans les deux cas, le point commun est le même. Le centre de gravité n'est plus à La Havane, il est à Washington. Chaque décision étrangère devient une réponse anticipée à une réaction américaine. Et voici ce qui rend la situation instable. Le décret laisse entendre que la prochaine étape dépendra du comportement des autres, ce qui signifie que la prochaine décision est déjà en train de se former et qu'elle ne sera probablement pas annoncée à l'avance. Au final, cette histoire n'est pas vraiment celle de Cuba. Cuba n'est que le point d'entrée. Le véritable message est ailleurs. Il tient en une phrase implicite. L'accès au marché américain n'est plus un droit économique, c'est un instrument politique, une récompense conditionnelle et une sanction silencieuse pour ceux qui s'écartent de la ligne. Une fois que cette logique est installée, elle dépasse largement un pays, une île ou même une région. Elle transforme le commerce en langage de pouvoir. Chaque cargaison devient un signal, chaque contrat un acte stratégique. C'est ce qui rend cette décision si structurante. Elle ne ferme pas une porte, elle en redessine le cadre et elle montre comment, sans tirer un seul coup de feu, un État peut forcer le monde à s'autoréguler autour de ses priorités. La question à retenir n'est donc pas ce que Cuba va faire. La question est de savoir où ce modèle sera appliqué ensuite. Et quand ce moment arrivera, beaucoup diront qu'ils ne l'ont pas vu venir. Si tu veux comprendre ces mécanismes avant qu'ils deviennent la norme, abonne-toi. La suite de cette histoire est déjà en train de s'écrire.